Olas Lopez Fernandez est docteure en psychologie et en sciences de l'éducation. Elle est aussi clinicienne à l'hôpital universitaire Fondation Rines Diaz et enseignante à l'université Complutense à Madrid en Espagne. Aujourd'hui, nous la recevons dans l'émission d'entrée de jeu où elle nous parle de ses recherches et de son actualité scientifique. Bonjour Olas, bienvenue sur Ludocorpus et dans notre émission d'entrée de jeu. Merci beaucoup, Boris, pour l'invitation. Je suis très contente de travailler avec vous aujourd'hui. Alors je vais vous poser une question classique, plutôt usuelle on va dire. Pouvez-vous vous présenter? Quelle est votre formation académique et votre activité professionnelle actuelle? Oui, mon affiliation académique actuelle, c'est dans l'Espagne, à Madrid, dans l'Université Complutense de Madrid. Et je travaille aussi dans un hôpital qui s'appelle, c'est un hôpital universitaire connu comme la Fondation Jiménez Díaz. C'est très connu en Espagne, mais aussi à niveau international. Et je suis en train de faire beaucoup de recherches et un peu de teaching, de, de enseignement en relation aux psychologies cliniques et des problèmes comme les que je parlerai aujourd'hui. Alors vous travaillez précisément sur les problématiques d'addiction comportementale. Quels sont vos domaines de recherche en particulier? Oui, je fais beaucoup de recherches et vous pouvez me suivre, par exemple, pour le Google Scholar, ResearchGate, et c'est lié site qu'on a dans l'Internet pour la recherche. Et vraiment, j'ai travaillé pendant peut-être maintenant 15 ans ou plus en relation à la recherche de les addictions comportementales avec des technologies. Et j'ai fait ma deuxième thèse doctorale en relation à trois technologies, l'ordinateur, la console et le téléphone portable, pour voir l'addiction à Internet, aux jeux et les réseaux sociaux. Après cette étude, qui a été une étude transculturelle entre l'Espagne et l'Angleterre, j'ai gagné en bourse Marie Curie, une fellowship, pour aller à la Belgique, en Belgique, à l'Université catholique de Louvain, où j'ai fait un network avec mon promoteur dans ce moment, le docteur Joël Milieu, pour contacter avec des collègues et académiciens et investigateurs et investigatrices de 11 pays de l'Europe avec la France. Et on a fait l'étude, la même étude de la thèse, mais différente. Et j'ai fait la thèse avec des adolescents et on a fait l'étude avec des adultes et avec le focus, pas dans la technologie, dans l'activité en ligne, pour voir quel type de jeu, quel type de réseaux sociaux ou quel type de comportements en relation au sexe ou acheter, le shopping ou des autres addictions traditionnelles ou nouvelles sont dans la réalité de notre pays, dans l'Europe, pour faire un peu de dépistage et savoir faire une estimation de quelles sont les personnes qui probablement sont en risque, quel est le profil, pourquoi, et cette question qui sont traditionnelles dans la psychologie clinique, pour voir un peu qu'est-ce qu'il passe à niveau international avec l'idée de la comparaison interculturelle. Alors, ce sont mes plus grands travaux avec l'addiction comportementale. Après, je fais des petits travaux en relation à des thèmes spécifiques comme le genre, les femmes et le jeu, parce que c'est un groupe il n'y a pas beaucoup de recherches. Et aussi, je fais des travaux, et j'ai essayé des travaux avec des enfants et avec des personnes âgées. Je veux voir qu'est-ce qu'il passe avec la vie que passe, la lifespan in English. Et aussi, je fais des travaux en relation aux autres choses que sont des problèmes de comorbidité, problèmes euh, cliniques qu'il y a autour du jeu. Parce que quelquefois, ce n'est pas le jeu ou une autre addiction comportementale la première chose qui demande attention en santé, c'est peut-être une dépression
ou une phobie sociale ou un problème de personnalité. Et alors, j'ai fait des travaux aussi avec des collègues de l'Angleterre comme Daria Kous et Mark Griffith, et des autres collègues aussi de la France comme Lucia Romo et, et des autres collègues, beaucoup, beaucoup. Et on a vu différents aspects pour travailler plus, non seulement dans l'évaluation, le bilan du problème. On veut voir comment on peut faire de la prévention et comment on peut faire de l'intervention. Il y a beaucoup de bons travaux en France en relation avec l'intervention. Et en relation avec la prévention, la dernière chose que je commenterai, c'est qu'on a fait un travaux que j'ai lidéré pour le Parlement européen en 2018 et 2019 pour proposer des options politiques pour l'Europe commencer à faire quelque chose, des stratégies pour éviter l'évolution de ce problème dans la population, surtout les jeunes. Les jeunes et quelques personnes qui ils ont de la vulnérabilité. Alors justement, vous venez d'évoquer vos publications, notamment celles publiées avec vos pairs. Comment travaillez-vous et quelle est la perception de vos travaux, notamment auprès du grand public? Oui, je crois que notre recherche a été vraiment bien reçue pour le public, et non seulement le public académique ou les cliniciens, pour le public en général, parce qu'on a fait beaucoup de bon travail en équipe. Et il y a beaucoup de publications. Si vous cherchez les publications que j'ai publiées, toutes sont ouvertes et livrées et sans coût, sont pour partager. Et on verra qu'il y a des équipes de 4 ou de 20 personnes. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé avec petites équipes pour faire des révisions de littérature, pour voir qu'est-ce qu'il passe, pour comprendre bien qu'est-ce qu'on peut faire pour ces problèmes. Et il y a des autres travaux, il y a 20 personnes comme auteurs, parce qu'on a fait l'effort de faire l'étude transculturelle. On a fait beaucoup d'échelles. J'ai créé des échelles seules, et comme unique auteur et avec des collègues. Et j'ai fait aussi l'adaptation des échelles pour mon pays, en mon langue espagnole, castellano, mais aussi pour votre langue en français, en anglais et en autres langues, inclusive des langues en dehors de l'Europe, grâce à la network que j'ai aujourd'hui, et grâce à la Marie Curie et grâce à ces bonnes personnes qui sont bons professionnels, mais aussi bonnes personnes qui donnent le temps et l'aide pour faire des travaux, pour les publier et partager. Je crois que le succès a été qu'on a fait l'effort de partager notre échelle validée, livrée, pour être utilisée pour quelqu'un s'il trouve par Internet le, le papier. Et aussi, on a dans les networks, inclusive Twitter, et aussi on a des emails nous sommes personnes que normalement on répond quand on a reçu un email de quelqu'un avec une question. Et je crois que c'est des choses importantes pour faire avancer cette, discipline, cette étude de jeu. Et peut-être aujourd'hui, l'Internet nous a aidé beaucoup, les réseaux aussi, mais le plus important, c'est des personnes. Des personnes qui créent des choses comme les travaux de recherche, aussi des personnes qui nous aident, et les participants, les étudiants, les cliniciens, les patients, et aussi des personnes comme toi, Boris, et Ludocorpus, qui nous donnent la possibilité de montrer, de partager, de vous exprimer, de nous donner à connaître à vous et trouver les chemins pour contacter avec le public. Je crois que c'est très important parce que nous sommes toujours dans l'hôpital, dans l'université, fermés dans notre bureau avec notre collègue. On fait beaucoup d'efforts, on fait beaucoup de Teams, meetings, Zoom, mais toujours mes très bonnes idées sont venues de parler, de lire de la presse,
de parler avec des personnes comme toi, comme ma voisin, comme des personnes qui sont dans la réalité. Et on a vu qu'il y a des choses qui sont préoccupantes et alors on a commencé à faire de la recherche, partager, publier, parler, montrer. C'est un cycle. C'est un cycle que je crois que on a été aussi avec la bonne chance de qui a été bien reçu pour les publics et qu'on connaît aujourd'hui que le jeu, c'est une chose magnifique. Le jeu a évolué beaucoup, surtout avec les technologies. On a des jeux qui sont aujourd'hui, on a étudié aussi les positifs, sont des divertissements qui nous aident à niveau cognitif, à niveau de la socialité, à niveau de la vie, de la didactique. Mais aussi, comme cliniciens, nous, on a l'obligation de voir le dark side, l'autre coin de la monnaie, je ne sais pas comment le dire, mais voir qu'est-ce que c'est dangereux, pourquoi quelques personnes peuvent développer une obsession, une addiction ou des autres problèmes comme la dépression, l'anxiété et surtout maintenant qu'on a passé cette pandémie, pourquoi le niveau de quelques addictions comportementales et des autres problèmes psychologiques dans notre jeune, la génération sont adolescents et très jeunes, a eu un impact négatif, probablement pour la solitude et pour toutes ces choses qu'on a vécues ces années et la difficulté de la communication, tête à tête. Alors, on a l'obligation de faire ces travaux et de communiquer les travaux. J'espère. Peut-être que j'ai parlé beaucoup, excuse-moi, mais je veux seulement vous donner la grâce parce que je crois que tout le monde a une responsabilité, une co-responsabilité à l'évolution et la bonheur de nos sociétés. Vous évoquiez plutôt les questions sur le genre et vous avez, me semble-t-il, travaillé sur les questions sur le jeu et les femmes. Quel est le rapport de ce public par rapport au gaming et aux pratiques de jeu? Oui, je veux dire à ce sujet que j'ai fait l'étude, non parce que je suis une femme, je fais l'étude, mais je suis une personne que j'aime bien faire des études avec les populations vulnérables ou qui ne sont pas étudiées. A été une idée originale de Mark Griffith, très connu dans notre discipline. Il est expert en le gambling, le jeu pathologique et aussi le gaming. Et il nous a donné l'idée et avec Daria Kous et des autres collègues, on a fait beaucoup de travaux, 3 ou 4 bons papiers publiés, parce qu'on a vu la première surprise pour nous a été que dans la réalité de l'Europe ou de l'Amérique, l'industrie du jeu, c'est très forte. Ils ont de bonnes investigatrices et investigateurs. Nous ont dit la moitié des personnes qui payent pour un jeu sont femmes. Et la moitié des joueurs sont femmes. Ce n'est pas un petit pourcentage, c'est la moitié. Et cette moitié, si tu vas voir les profils, ce n'est pas une jeune fille qui aime de games, le jeu. Non, c'est une femme de 32 ans avec un partenaire, probablement avec un fils, qui joue seul casual games ou avec le partenaire ou avec des fils ou des amis et qui utilise le jeu comme des autres choses dans la vie pour divertissement et normalement avec un comportement très saludable, très bon et pas pathologique. Et l'unique chose qui a été aussi une autre surprise a été que quand on a vu avec une étude internationale empirique et par Internet et la prévalence des femmes avec le symptôme de pathologie, il y a seulement 1%. Alors, qu'est-ce qu'il passe? L'autre question, c'est parce que les hommes sont le genre qui est plus malade et les femmes, non. Pourquoi? On est en train maintenant de faire aussi ces questions. Je me rappelle que dans les derniers colloques internationaux que je suis allée, je crois qu'il a été à Japon, les ICBA, International Conference of Behavioral Addictions,
Cette année sera cet été à Nottingham University. Et quand j'ai fait l'exposition des résultats des études des femmes, l'homme m'a dit, Olatz, pourquoi les hommes ont ces problèmes? Et la réponse, c'est aujourd'hui, dans les études neuropsychologiques, il y a quelque chose dans le genre masculin qui facilite ces problèmes comme des autres problèmes d'addiction, mais on ne connaît bien encore pourquoi. Alors, peut-être c'est une raison pour poser notre attention dans les hommes, dans les jeunes, mais pas oublier des femmes, parce que le problème qu'on a trouvé avec les femmes a été, OK, elles n'ont pas les problèmes avec une proportion grande, mais ils ont des autres problèmes comme le online harassment. Il y a beaucoup de mal comportements quand les joueurs espèrent connaître que le joueur c'est une femme. Il y a beaucoup de sexualisation des avatars, des personnages. Pour être femme, tu dois être avec quelques attributs qui, OK, peut-être sont bien, mais pourquoi toujours ces attributs et pas les autres? Et les hommes, la même chose, mais on ne pense pas, la narrative, c'est toujours avec la femme. Alors, on a trouvé la troisième surprise, et OK, c'est saludable, le gaming dans le femme, mais il y a encore, nous sommes en 2022, encore, il y a cette tradition qui manque d'écouter des femmes parce que ils sont, c'est les choses qu'on a dit à l'industrie, dans les papiers, ils sont la moitié du marché. Alors, écoute la femme parce que peut-être elle sera plus contente, peut-être l'évolution du jeu sera mieux parce que sera plus réaliste. Mais ce sont les choses qu'on a vues. Merci beaucoup Olas pour cette interview et à bientôt sur Ludocorpus. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Pour celles et ceux qui nous regardaient depuis notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir les nouveautés dès leur diffusion. Merci et à bientôt sur Ludocorpus.